je suis à l'EHA 2017 et demain je présenterai dans une session éducationnelle sur les LAM l'avenir du traitement de la LAM. Donc le sujet c'est le 3+7, donc c'est le traitement de chimiothérapie conventionnelle et au-delà. Alors c'est quoi l'au-delà du 3+7 ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours des dernières années, s'il y a eu des progrès dans la survie des patients qui ont des LAM, ces progrès se sont faits essentiellement avec le 3+7, en optimisant la chimiothérapie, avec des stratégies adaptées aux risques qui sont devenues de plus en plus précises avec le diagnostic moléculaire, avec les progrès de la transplantation et des soins de support. Mais si on veut passer un cap et avancer dans les résultats, il va falloir utiliser des nouvelles molécules, et ça tombe bien puisque on vit une période où on n'a jamais connu un nombre aussi important de nouvelles molécules dans les LAM. Donc la question c'est, donc ces nouvelles molécules ont des mécanismes d'action multiples, c'est difficile d'en dresser un catalogue complet, on y passerait beaucoup trop de temps. On peut quand même les regrouper, donc on a des nouveaux agents cytotoxiques, il ne faut pas les oublier, il y en a quelques-uns. Le CPX 351 par exemple, qui est une formulation de cytarabine et d'aracitine et de daunorubicine encapsulée, pour laquelle les résultats d'une étude prospective randomisée ont montré un bénéfice dans un sous-groupe de patients particuliers qui sont les sujets âgés qui ont des leucémies secondaires. La voraroxine, qui est un dérivé de quinolone, dont le mécanisme d'action est l'intercalation de l'ADN et l'inhibition de la topoisomérase 2, a donné des résultats mitigés dans une phase 3 chez des patients en rechute réfractaire en association avec la cytarabine, mais dans un sous-groupe de patients, là encore, des sujets âgés avec des rechutes précoces, il y avait un bénéfice de survie, et il y a pas mal de groupes, notamment en Europe et aux USA, qui sont en train de lancer des études, et en particulier l'intergroupe français avec le protocole BIG, qui lance des études pour amener la vosaroxine en première ligne de traitement. Après, on a les thérapies ciblées, donc qui vont cibler des mutations identifiées, celle de FLT3, donc qui sera discutée en détail par Marc Lévis demain dans la même session. Il y a d'autres mutations, comme les mutations des gènes IDH, pour lesquels des inhibiteurs sélectifs sont en cours de développement. Donc c'est l'AG120 pour IDH1 et l'AG221 pour IDH2, avec des résultats en phase précoce qui sont très intéressants, avec des taux de réponse global qui sont de l'ordre de 30 à 40% en monothérapie, et avec la démonstration que ces médicaments-là agissent par un phénomène de différenciation, donc qui est intéressant à prendre en considération, puisque le management des patients va être particulier, également du côté des toxicités, puisqu'on a vu des syndromes de différenciation sévères, donc qui doivent être pris en considération anticipée. Le problème dans la LAM, c'est que finalement, il y a assez peu de mutations drogables, comme on dit, par rapport à ce qu'on voit dans les tumeurs solides. Et donc, il y a un intérêt aussi à s'intéresser à des thérapies qui vont cibler des voies moléculaires qui sont distribuées plus largement. Donc la difficulté là, c'est ça va être de trouver un biomarqueur pour identifier les patients. Alors je pense en particulier au ciblage de l'apoptose, par exemple, avec des anti-BCL2 ou des inhibiteurs de MDM2 qui sont en train d'avancer dans leur développement clinique. Des résultats très intéressants avec le venetoclax, donc qui est l'un des plus avancés des inhibiteurs de BCL2. Il y a d'autres inhibiteurs qui sont en train d'arriver. L'anti-MDM2 est en phase 3 dans LAM en rechute réfractaire en combinaison avec la cytarabine. Et puis il y a d'autres mécanismes comme le cycle cellulaire, la régulation épigénétique, et j'en oublie d'autres, pour lesquels il y a des molécules intéressantes qui sont en cours de développement. Et puis l'autre façon aussi, c'est si on n'a pas de cible de mutation, c'est d'aller cibler des molécules de surface avec des anticorps monoclonaux ou avec les monoclonaux de nouvelle génération que sont les bispécifiques, qui sont très intéressants, comme on a pu le voir dans la LAL. CD33 reste le marqueur préféré. On a l'expérience du Milota qui a montré quand même la preuve du concept de l'efficacité clinique. Et donc il y a un nouvel anti-CD33, un immunoconjugué
qui est le Vadastuximab Talirine, donc le SGN33A, qui est quand même plus facile à dire, qui a donné des résultats intéressants en phase précoce, mais là, qui est en phase 3, avec très récemment, là, dans les jours qui ont précédé le meeting, des signaux de toxicité qui sont liés à la myélosuppression, en fait. Donc c'est un effet secondaire qui était connu et attendu de cette classe thérapeutique, qui ont fait suspendre quand même un certain nombre d'études. Donc l'enthousiasme, là, doit être un peu mitigé. Ceci dit, ça impose des ajustements peut-être dans les doses ou les populations de patients qui ont été ciblées. Et puis il y a l'immunothérapie, il faut en parler dans les LAM. Les inhibiteurs de checkpoint, ce n'est pas l'enthousiasme qu'on voit dans la tumeur solide. Dans clinicaltrial.gouv, avec les inhibiteurs de checkpoint dans la LAM, il y a 12 essais qui sont enregistrés. Il y en a 800 en tumeur solide, donc ça donne un peu une idée de... mais les premières études les premiers résultats cliniques ont été rapportés à l'ASH, ils seront actualisés pendant le congrès de l'EHA. Ils donnent des résultats qui ne sont pas spectaculaires en termes de réponse, mais montrent la faisabilité. Évidemment, là, dans la douzaine d'études, il y a des études de combinaison avec des agents hypométhylants, avec d'autres modulateurs, d'autres inhibiteurs de checkpoint qui sont en cours. En France, on a travaillé sur une autre approche qui est celle du ciblage des cellules NK avec des anticorps anti-KIR, donc le lirilumab, avec les résultats d'une phase 2-3 randomisée en maintenance de la LAM du sujet âgé, qui vont sortir dans les mois qui viennent. Les analyses finales sont en cours. Voilà un peu le panorama. Ensuite, la question c'est tous ces agents, comment on va les intégrer. Donc la base reste quand même, donc on revient sur l'au-delà du 3+7. Dans l'au-delà du 3+7, il y aura encore du 3+7. On a besoin de la chimiothérapie pour contrôler la maladie, diminuer la maladie résiduelle. Et l'idée, c'est d'ajouter les molécules sur ce squelette, le fameux backbone de chimiothérapie 3+7 et la consolidation avec cytarabine. Et là, donc, différents groupes utilisent différentes stratégies. L'idée, étant quand même d'essayer de pouvoir sélectionner rapidement les molécules intéressantes. Donc, ça impose de la créativité dans le design des différentes études. Les combinaisons avec des agents déméthylants sont intéressantes. Ils ont un profil de tolérance qui est plus simple que celui du 3+7. Et là, actuellement, la plupart des nouvelles molécules, quand elles montent d'un cran dans leur développement, on arrive très vite sur la combinaison avec un agent hypométhylant. Il faut quand même faire attention, et là l'expérience récente du SGN33A est instructive, c'est que quand on prend un déméthylant, si on y ajoute quelque chose, que le quelque chose il va avoir sa toxicité, par exemple la myélosuppression, à ce moment-là on a un cocktail qui n'est plus un cocktail pour les patients unfit, comme on dit. On a quelque chose qui induit de l'aplasie, de la myélosuppression, des complications infectieuses, et donc qui n'est probablement pas approprié à cette population de patients. Donc il faut éviter de faire ces erreurs de développement qui sont dommageables pour les patients et pour les médicaments eux-mêmes éventuellement. Et puis le troisième volet, c'est le plus sexy, c'est celui ce qu'on appelle les novel combinations, c'est-à-dire qu'on va prendre deux molécules ciblées nouvelles et les combiner ensemble en faisant des doublés, éventuellement des triplés, des quadruplés. Donc là, on peut imaginer une espèce de millefeuille de combinaisons. Donc l'idée est très séduisante et elle amènerait tout doucement vers une rupture complète qui serait le traitement chémo-free de la LAM non promyélocytaire. Bon, alors si on l'a fait pour la promyélocytaire, ça se fait dans d'autres maladies hématologiques, pourquoi pas la LAM, mais évidemment derrière il y a des défis importants en termes de sélection de la population de patients, les designs d'études, la gestion des toxicités de ces drogues multiples, et évidemment la préclinique et donc la biologie est majeure pour ces développements. Et puis aussi, quand on va aller cibler des groupes de patients bien spécifiques, on est en train de fragmenter la population de patients avec des LAM, qui est une maladie qui est déjà peu fréquente. Et donc on crée des petites niches. Et donc il faut des collaborations internationales pour pouvoir avancer rapidement.